Echo est venu d'une rencontre avec Alessandro Barbucci, une rencontre qui date d'il y a longtemps. C'est quelqu'un que je connais depuis une quinzaine d'années maintenant, dont j'ai toujours admiré le travail. Et à force de se voir et de discuter, un jour, on a eu envie de faire un album ensemble. Et il m'a dit qu'il voulait faire un album d'Heroic Fantasy pour une fois. Sur quoi je lui ai répondu que moi, de l'Heroic Fantasy, j'en faisais beaucoup et que j'avais pas forcément envie à nouveau encore de faire un projet d'Heroic Fantasy de plus. J'avais déjà l'Enfeust, bien sûr, les Trolls, Itac, pas mal de choses en fantasy, Opal. Et j'ai cherché donc un angle complètement différent, parce qu'il a beaucoup insisté. Et finalement, j'ai dit d'accord, on y va, mais dans ce cas-là, on fait une histoire qui se passe dans notre monde, à New York, mais à New York d'Heroic Fantasy. Donc l'idée était de pouvoir décaler notre univers dans un univers de fantasy, montrer comment peut être le pont de Brooklyn façon médiévale, comment peuvent être les taxis new-yorkais, toujours jaunes avec leurs petits carrés noirs, mais portés par des dragons, comment pourrait fonctionner tout notre monde sans l'électricité, sans la technologie, et pourtant il fallait qu'on le reconnaisse absolument dans le moindre de ses détails. Le vendeur de hot-dog new-yorkais est toujours un vendeur de hot-dog new-yorkais, simplement il vaut mieux pas trop se demander quelle viande il y a dans le hot-dog, même si de nos jours d'ailleurs il vaut mieux pas trop se demander quelle viande on mange non plus. Et pour le coup, du coup, c'est carrément novateur dans le milieu dans le genre Heroic Fantasy, ce traitement de parallèle, un peu de passerelle entre le monde existant et le monde Heroic Fantasy, c'est novateur. C'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'a pas encore été fait. Il y a des uchronies, bien sûr, qui partent toujours de cette idée qu'à un moment donné, l'histoire a dévié différemment. Mais là, ça n'est pas une uchronie. Le titre Echo, c'est parce que c'est un écho de notre monde. C'est le monde miroir. Donc c'est un décalage de notre univers qui me permet évidemment d'avoir un côté assez parodique et une vision assez décalée de notre propre monde, de pouvoir traiter des sujets aussi d'aujourd'hui, mais dans une version amusante à cause du contexte et du décor. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la trame de ce premier tome ? Alors ce premier tome commence dans un avion qui n'est pas du tout de fantasy, lui, qui est le 747 d'Air France qui relie Charles de Gaulle à JFK, à l'aéroport de New York, et une jeune fille est là, c'est une étudiante en art qui va à New York pour voir une exposition. Et elle se retrouve tout à coup confrontée à un petit personnage qui remonte l'allée, qui a l'air d'un écureuil habillé comme un bavarois du 19e siècle, qui est très formaliste et qui se présente comme un notaire qui vient lui demander d'accepter un héritage. Alors évidemment, elle se demande ce que cette créature fait là au milieu de l'avion. Et personne d'autre ne semble voir la bestiole en question. Finalement, elle finit par dire « oui, bon, d'accord, j'accepte l'héritage ». Et à ce moment-là, boum, un éclair touche l'avion, gros orage, elle tombe dans les pommes, et lorsqu'elle se réveille, elle est à bord du Dragon qui fait le vol régulier entre Paris et New York. Et il se trouve que dans la panique, elle a agrippé la main du passager à côté d'elle, qu'elle ne connaissait pas du tout. Et ce passager, qui s'appelle Yuri, se retrouve avec elle, embarqué dans cette aventure. Et tu construis pour cette nouvelle série encore le portrait d'une femme forte. Au niveau scénaristique, ça te permet, tu es plus à l'aise avec les personnages féminins ? Je suis toujours de toute façon à l'aise avec les... Enfin, j'aime les personnages féminins, j'aime les femmes évidemment, et j'aime les personnages féminins forts. C'est vrai que Sixi, c'est un personnage de caractère, Gwyneth dans le chant d'Excalibur, c'est aussi un personnage de caractère. J'aime pouvoir mettre en scène des héroïnes qui soient plus des potiches, comme il y a eu pendant très longtemps dans la bande dessinée classique, qui soient des vraies héroïnes comment dire, intelligentes, à fort caractère, qui prennent les décisions. Et pour le coup, souvent mes personnages masculins sont un peu des benets, des naïfs qui savent pas trop comment réagir face à ce genre de filles. Je dois me projeter sans doute dans ce genre de personnage. Et puis d'autre part, quand on a affaire à un dessinateur comme Alessandro Barbucci, qui dessine avec une telle sensibilité les femmes, ça serait dommage de se priver et de ne pas avoir une héroïne. Et justement, le dessin d'Alessandro qui est très expressif dans tout ce qu'il fait, est-ce que c'est pour toi, je suppose, un confort de travail aussi, parce que tu sais que tu vas avoir des sentiments qui vont passer aussi par l'image ? Je n'écris jamais de la même manière pour chaque dessinateur. Et j'ai besoin, c'est pour ça, de bien connaître les dessinateurs pour connaître leurs points forts, leurs points faibles.
Et j'écris en fonction des points forts du dessinateur. Alessandro est quelqu'un qui est très fort dans le détail, dans l'interprétation, qui va beaucoup plus loin que ce que je lui indique, qui a une grande imagination. Donc je savais que ce New York décalé, il allait l'enrichir au-delà de mes descriptions et des éléments que je lui donnais. Et effectivement, pour les personnages, il a un vrai talent pour bien faire jouer les acteurs, donc je peux aller assez loin dans la subtilité des scènes de comédie. Et je crois qu'il est allé même à New York pour faire des repérages, pour capter un petit peu l'ambiance, d'après ce que... Ah oui, il est allé s'immerger dans New York pour vraiment sentir le vrai New York, au-delà de tous les films et toutes les séries télé qu'on connaît. On a besoin quand même d'ancrer ce décalage dans une réalité. Et dans Echo, donc, le personnage féminin va se retrouver habité par l'esprit de sa tante, en l'occurrence. Ce concept comme ça, c'est venu comment en fait? Au départ, je tournais autour de l'idée d'un personnage schizophrène parce que je trouvais ça intéressant, ça n'avait pas été vraiment traité. Et j'ai trouvé ce biais pour aborder la schizophrénie, qui est qu'elle est habitée par d'autres personnalités, ce qui est la définition même de la schizophrénie, sauf que là, je l'ai traité sur un mode un peu comme un fantôme. La vieille histoire du fantôme qui revient et qui hante tant que son problème n'a pas été réglé. Donc là, elle est hantée, elle est habitée par des fantômes, et ces fantômes ne pourront trouver la paix et la libérer qu'une fois que leur problème aura été réglé. Et ça va être le thème de chaque épisode. À chaque épisode, elle va être habitée par un personnage, il y aura une histoire liée au passé à régler, et elle devra mener l'enquête à bien, l'enquête ou pas, ce ne sera pas toujours une enquête policière d'ailleurs, elle devra mener l'enquête à bien à la fin de chaque tome, ce qui fait que ça sera une série non pas à suivre avec des cliffhangers à la fin de chaque épisode, mais une série où on pourra lire les albums un peu dans le désordre. Et le premier volet porte le titre de New York. Est-ce que c'est à dire que ce sera une série urbaine? Ça sera une série en grande partie urbaine parce que le décalage avec notre monde moderne, il est moins visible si on va au fin fond de la Creuse. Donc, mais il pourra y avoir aussi des séquences qui se passent dans d'autres lieux que les villes. En tout cas, le deuxième album sur lequel on travaille déjà s'appelle Paris Empire, et où on se retrouve à Paris, le vrai Paris, celui qu'on connaît bien, avec une tour Eiffel en bois. Ça se passe sous le règne de Napoléon VII, et on est aujourd'hui pourtant. Et tu le disais, tu l'as un petit peu abordé déjà, l'humour est omniprésent dans l'album. Pour toi, ça permet une bouffée d'oxygène un petit peu par rapport au récit? Ah, c'est le contraire. L'humour, c'est la colonne vertébrale de l'album, et le récit, c'est un peu mon prétexte. Évidemment, il faut intéresser les gens à ce qu'on raconte, donc il faut qu'il y ait une histoire qui ait un enjeu. Mais pour moi, ce qui compte avant tout, c'est l'humour, c'est les situations, et c'est de pouvoir faire évoluer les relations entre mes personnages, les relations humaines. Là, la relation entre Fourmi et Yuri, qui évidemment s'entendent comme chien et chat, donc sont toujours à se houspiller. C'est aussi un vieux système de la comédie, qui est d'avoir deux personnages assez antinomiques, et puis finalement attirance-répulsion, ça permet énormément de situations de comédie et d'humour. Et on s'aperçoit dans l'album que justement, ces petits écureuils qu'on pense très fragiles sont finalement très forts. Comment c'est venu cette idée de personnage? Comment tu as travaillé autour de ça? Alors les Préchaunes, ces petits écureuils, sont des personnages qui me plaisent beaucoup parce que il semblerait, mais là j'en sais pas trop, hein, on va voir ça au fur et à mesure, qu'en fait ils dominent ce monde parallèle et que ce soit eux qui aient organisé ce monde. Alors pourquoi, comment, je sais pas. On va découvrir tout ça, mais en tout cas je ne vais pas spoiler. Tu travailles maintenant depuis plus de 20 ans dans le genre fantasy, heroic fantasy. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte de redondance, de revenir sur des sujets, de ne pas se renouveler? Est-ce que toi tu as cette crainte un petit peu? Bien sûr, j'ai toujours la crainte de ne pas me renouveler. J'ai fait plus de 130 bouquins maintenant, donc je suis assez vigilant là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais au départ dit non, on ne va pas faire un truc de fantasy, on va faire autre chose. La fantasy, j'ai peur de tourner en rond. Finalement, j'ai trouvé cet angle nouveau qui me permet de ne pas trop tourner en rond. Mais c'est un challenge et je suis toujours vigilant à ne pas trop tourner en rond, bien sûr. Les possibilités d'histoire ne sont pas infinies.
Je me souviens d'une discussion avec mon camarade, mon estimé camarade Jean Van Damme, qui est un très très grand scénariste, et où on disait, bon voilà, une fois qu'on a pour la 40e fois un personnage prisonnier attaché dans une cave et qu'il faut trouver une 41e façon de le libérer, de le faire évader, notre métier devient un enfer à ce moment-là. Donc il faut toujours trouver à se renouveler, bien sûr. Et comment tu travailles concrètement sur tes projets ? Alors, je travaille avec toutes mes histoires en parallèle en permanence. Je parlais de Jean Van Damme, justement, je travaille d'une façon totalement inverse à la sienne. Lui, il s'enferme, pendant 2 mois, il écrit un Largo Winch, de la première à la dernière ligne, un Torgal, de la première à la dernière ligne. Moi, pas du tout. Je mène de front toujours 5, 6, 7 séries, 5, 6, 7 albums en même temps, dont les dossiers sont ouverts en même temps. Il m'arrive le même jour d'écrire 2 pages de l'un, 3 pages de l'autre. Parce que, d'une part, quand je commence à bloquer sur une histoire, je passe à une autre. Et hop, là, ça se débloque tout de suite. Et évidemment, dès que je bosse sur la seconde histoire, les idées qui me manquaient pour la première me viennent. On a toujours envie de travailler sur le truc sur lequel on n'est pas. Ensuite, c'est très important pour moi d'avancer au même rythme que le dessinateur. Je lui livre des séquences de 4, 5, 6 pages. Et lorsque sur les 6 pages, il en a dessiné 4, il me les montre. Et à ce moment-là, j'attaque la séquence suivante. Parce que il m'arrive de me nourrir de ce que je vois graphiquement, de ce qui a été fait, de ce qui a été dessiné, et ça m'inspire, ça me relance, des fois dans des directions différentes de celles que j'avais prévues avec mon synopsis, mais finalement pour moi le synopsis est un filet de sécurité, et je dirais qu'à chaque fois que je respecte le synopsis, c'est que j'ai échoué à aller plus loin, à trouver d'autres idées. Le synopsis, on va toujours aux premières idées, celles qui semblent les plus évidentes, et finalement c'est une base mais qu'il faut dépasser. Et mon grand plaisir, c'est d'improviser en permanence. Au Salon du Livre cette année, un espace est consacré à la reproduction de ton bureau, enfin un essai de reproduction de ton bureau. Ce petit clin d'œil, est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est fait? Lorsqu'il a été question de monter une exposition au Salon du Livre, on s'est demandé ce qu'on pouvait montrer. Bon, exposer des planches originales des dessinateurs avec qui je travaille, c'est très bien, mais c'est assez classique. Et puis l'idée est venue vu que l'espace n'était pas très grand, justement, d'en faire un peu un facsimilé de mon bureau. Évidemment, ça ne ressemble pas du tout à mon vrai bureau. Il n'y a pas des photos de moi au mur de mon bureau. Je n'ai pas non plus des bustes de mes personnages qui trônent au milieu de mon bureau. Mais par contre, on retrouve un facsimilé de l'étagère qui est derrière moi avec tous les CD, parce que la musique a une grande importance dans mon travail. Et justement, sur l'ordinateur qui est posé, il y a comme un jukebox où on peut entendre les musiques que j'écoute en fonction des séries sur lesquelles je travaille. J'ai mis aussi un petit dossier qui sont les dossiers sur lesquels je travaille au quotidien, où le dessinateur m'envoie une copie de sa page, après le lettreur fait un premier lettrage, je réinterviens au crayon rouge, je modifie les textes, je peaufine jusqu'à la dernière minute. Donc là, il y a ces pages à noter en rouge. On peut voir vraiment comment je travaille. Il y a des morceaux de scénario, du découpage, et le curieux peut voir quelle est la méthode de travail détaillée du scénariste. Tu parles de la musique, c'est important pour générer des idées, Oui, la musique est importante justement parce que comme il m'arrive chaque jour de passer d'une série à l'autre, en fait c'est ma manière de me reconcentrer dans chaque série. Si je vais travailler sur Les Holoden, qui est un polar qui se passe à Marseille, là je me mets du jazz. Je mets Coltrane, tout de suite je suis avec les Holoden, je suis dans cette ambiance, il me faut moins de 10 minutes pour être parfaitement concentré sur mon sujet. Si je suis sur l'Enfeust, je vais mettre du John Williams ou du Alan Silvestri, qui sont des musiques de films, les musiques de films de Spielberg, musiques de films de Pirates des Caraïbes, ce genre de choses. Et là, tout de suite, clac, je suis dans l'ambiance de l'Enfeust. Et j'ai une petite playlist en fait correspondant à chaque série qui me permet de me reconcentrer, de me connecter à mon univers immédiatement. Et la BO d'Echo, ce serait quoi alors? C'était quoi? La BO d'Echo, je ne sais pas comment je vais faire pour le tome 2, mais pour le tome 1, c'est quelque chose de complètement farfelu. Ça n'est pas un bon album à écouter, c'est quelque chose de kitsch et de très amusant. C'était la bande originale du vieux film Barbarella de Vadim avec Jane Fonda, et qui est une musique kitsch du début des années 60, mais qui correspondait à cet esprit kitsch qu'on avait envie d'avoir, qui pour moi collait à Alessandro, au dessin d'Alessandro. En plus, Barbarella, blonde flamboyante, il y avait une connexion avec Fourmille. La musique, il faut l'écouter avec le sourire, pas la prendre comme un grand morceau de l'histoire de la musique, mais elle m'a beaucoup aidé.
Quand j'ai fini l'album, j'ai eu l'impression que tu as pris beaucoup de plaisir à l'écrire. C'est pas juste une impression. Ah non, c'est pas une impression. De toute façon, je crois que j'ai pris plaisir à écrire à peu près tous les bouquins que j'ai fait dans ma vie. Sur les 130, je dirais que j'ai pris plaisir à en écrire au moins 120. Il est très rare qu'un album se fasse dans la douleur parce que dans ce cas-là, je préfère laisser tomber. Si moi je ne m'amuse pas, si je ne prends pas le plaisir, je ne vais pas arriver à donner du plaisir au lecteur. Mais je dois avouer que sur Echo, ça a été particulièrement jubilatoire. Et puis, soyons honnêtes, les tomes 1 sont toujours plus plaisants parce qu'on découvre l'univers, on découvre les personnages, c'est un nouveau jouet. Donc il y a tout à faire, il y a tout à inventer. Parfois, quand on arrive au tome 12, au tome 15 d'une série, on peut sentir plus de pression, d'une part parce qu'on doit respecter la cohérence avec les albums précédents, donc on a finalement moins de liberté, on a soi-même mis des barrières petit à petit et on doit rester dans ces barrières, ou alors tout dynamiter, mais dans la cohérence. Donc là, l'exercice peut être un petit peu plus contraignant. Par contre, un tome 1, c'est ouvert, on fait ce qu'on veut et c'est ce qui est le plus agréable. Si je pouvais, moi, je n'écrirais que des tomes 1 et après, je laisserais des gens continuer et faire la suite à ma place. Je te remercie beaucoup. De rien, merci.